Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Kane. M. Amadou Kane est expert immobilier, il est diplômé de l'Institut supérieur de la construction de Paris, à l'habitat de Paris. Il a écrit beaucoup d'articles sur le loyer au Sénégal, surtout sur l'habitat. Vous savez, le loyer est une question cruciale. Le gouvernement essaie par tous les moyens de baisser le loyer, ce qui est quasi pratiquement impossible au Sénégal. Quelles sont les solutions qu'il faut prendre pour que ce soit effectif? Nous sommes là avec M. Amadou Kane pour en parler. M. Kane, merci d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement vient d'annoncer que la baisse de 5% pour les loyers les plus de 500 000 francs CFA, de 10% pour ceux allant de 300 000 à 500 000, de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 francs CFA. Une commission a été mise en place, les discussions vont bon train. Le gouvernement revient 8 ans après avoir demandé à baisser le loyer, ce qui ne s'est pas matérialisé sur le terrain. Le loyer continue à flamber au Sénégal. Pourquoi le loyer est cher au Sénégal, surtout à Dakar? Je vous remercie, M. Diop. Et à l'issue de cet entretien, je serais satisfait si un éclairage aussi exhaustif puisse être donné par rapport à ces problèmes d'actualité qui interpellent quasiment toutes les couches de la société sénégalaise. Le loyer est un élément par rapport à un certain nombre d'autres éléments qui viennent s'agréger et qui restituent une situation qui est là, qui interpelle la société sénégalaise. C'est un sujet extrêmement délicat. J'ai entendu qu'il y a déjà une loi qui a été votée en 2014 et au regard des résultats, il semble que, ou à la limite, il est constaté que les solutions escomptées n'ont pas pu trouver comme on l'aurait souhaité. Et ensuite, aujourd'hui, il y a cette situation également qui est extrêmement prégnante. Et c'est en cela que les pouvoirs publics ont pris sur eux de faire des concertations sous forme de commission. Il y a des mesures qui, effectivement, vous venez de le rappeler, sur 300 000, il y a une baisse de 20%. Au-delà de 300 000 jusqu'à 500 000, c'est 10% et au-delà, c'est 5%. Il peut convenir déjà de rappeler que c'est des acteurs. C'est d'un et le bailleur et c'est de deux le locataire. Et c'est deux acteurs qui sont parties liées, parties prenantes par rapport à des situations. Et donc il convient qu'il y ait un jeu d'équilibre, dans un jeu d'équilibre qui permette que chacun de ces acteurs puisse y trouver un profit sans que l'une des parties puisse être lésée. N'est-ce pas? Ça, c'est une préambule. Ce problème qui est là, qui date déjà depuis de très longtemps, depuis bien avant 2014, parce que quand il y a eu la loi de 2014, c'est parce que les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Maintenant, ce problème, il date par rapport à des années antérieures, n'est-ce pas? Donc il y a une situation postérieure et une situation aujourd'hui qui nous interpelle. Et je demeure satisfait et je pense que tout un chacun peut se rappeler que disons, quand on fait une projection en arrière, sur des années en arrière, ce problème ne se posait pas. Pourquoi? Parce que
la politique qui était menée à l'époque était une politique qui était extrêmement pertinente, qui allait dans le sens des besoins de ceux qui avaient des besoins pour régler ce problème de logement. Bon, je peux citer entre autres la société, la SICAP, je peux citer les HLM, je peux citer également la SCAP Urbam. Et là, je m'arrête un peu pour respecter un peu des explications. Quand on regarde un peu la SICAP, à l'époque, la SICAP, celui qui était à la tête de la SICAP, au regard des réalisations, on lui restitue le mérite que d'avoir une vision avérée par rapport à ce qui devait être fait, ceci en concertation avec le gouvernement à l'époque. La SICAP, vous voyez un peu la SICAP sur le boulevard de la République, en extension quasiment jusque vers, bon, c'est tous ces SICAP, Dieuppeul, Baobab et tout. Et à l'époque, la formule qui était utilisée, c'était la formule de location-vente. Et à des niveaux extrêmement abordables parce que l'État avait mis à disposition des assiettes foncières à ce qu'on puisse alléger un peu le coût aussi bien de la location et ensuite d'allonger la durée. On prend les HLM. Mais les HLM, en définitive, ils avaient ce qu'on appelle, dans une moindre mesure, parce que la SICAP était un peu au-dessus. Les HLM, là également, je rends hommage à celui qui, à l'époque, était en charge de la direction de la SICAP, des HLM, quoi, plutôt. Et les HLM, mais il faut voir un peu, les HLM ont eu à réaliser un certain nombre, beaucoup de trucs. Les HLM, c'est un même qui ont eu en charge les parcelles assainies. À l'époque, les parcelles assainies, il y avait l'assiette foncière, et aujourd'hui, on parle de la commune des parcelles assainies comme l'une des communes les plus importantes, n'est-ce pas? À l'époque, il suffisait de s'inscrire. Et ensuite, il y avait sous forme d'îlot des gens qui géraient et mensuellement tu versais tel montant. Et au bout d'un certain temps, tu avais une mise à disposition d'un terrain. Et ensuite, suivant tes possibilités, tu avais un modèle type sur lequel tu étais tenu par rapport à la construction. Aujourd'hui, toutes ces choses ont changé. Entre-temps, il y a eu une... C'est important parce que même la SCAP Urbam, oui, allez-y. sur les Annes Maris, voyez un peu les Annes Maris, ça a réglé beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la période postérieure. La période postérieure. Ensuite, les pouvoirs publics, quand ils ont senti qu'il fallait aller au-delà de ça, ils ont créé la loi sur la copropriété des immeubles bâtis, n'est-ce pas, en 88. Et celle-ci était de nature à régler des problèmes parce que ça faisait l'économie d'acquérir un terrain. C'était des personnes qui étaient copropriétaires du terrain et ensuite qui avaient leur partie privative sous forme d'appartement et la gestion des parties communes. Donc, celles des sociétés qui devaient s'approprier cette loi ne l'ont pas fait. Et entre autres, je vais parler de la Banque de l'Habitat. Parce que la Banque de l'Habitat, elle avait pour vocation d'accompagner quasiment tous les promoteurs, dans tous les cas, pour leur permettre de parfaire un peu la mise à disposition et des terres et des logements. Ils ont un service technique extrêmement outillé. Les HLM s'y sont essayés. C'est le cas de là où se trouvent les Lions, n'est-ce pas? Et ensuite, je suis satisfait et en exemple, je peux citer la cité de Fass de l'Orme. Ça, c'était vraiment
comment dire encore, l'exemple qu'il fallait duplicater. Et non, ça n'a pas été le cas. N'est-ce pas? La Banque de l'Habitat, aujourd'hui, elle a une vocation d'accompagnement. Mais il est constaté qu'en définitive, c'est plutôt les promoteurs. Et les promoteurs, ce n'est pas des gens philanthropes. Vous voulez dire que la Banque de l'Habitat ne fait pas son travail, c'est ça? Donc, ça veut dire qu'ils pouvaient beaucoup mieux avoir une maîtrise beaucoup plus avérée et de sa raison sociale. Et par rapport au fait qu'il y a une loi qui a été votée, donc de s'approprier cette loi donc je parle encore de la loi de 88, de s'approprier cette loi et donc dans l'accompagnement de faire considérer aux promoteurs que cette loi peut être de nature à avoir une incidence extrêmement positive sur la réduction du coût des constructions. Ouais, mais cette loi, c'est les pouvoirs publics qui doivent la faire appliquer, qui doivent pousser la BHS à faire son travail en l'appliquant. C'est ça? Donc, en définitive, l'État, on peut dire que l'État est en aval, ou plutôt elle est en amont. En aval, c'est une loi qui a été mise à disposition. Ceux des acteurs qui sont chargés d'appliquer cette loi-là, s'il s'avère qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, n'est-ce pas? Donc la Banque de l'Habitat pouvait, en cas de difficulté, attirer, comment dire encore, sa tutelle, n'est-ce pas? Mais non, la Banque de l'Habitat n'a même pas besoin d'attirer sa tutelle parce qu'elle a eu un cahier de charge. Elle a un cahier de charge qui lui impose d'accompagner les promoteurs. Mais encore faut-il savoir quel genre de promoteur? Quel genre de promoteur? Parce que le virage qui a été pris bien avant la loi de 88, quand on a la période postérieure dont je parlais tout à l'heure, j'ai parlé donc des parcelles assainies, j'ai parlé de la SICAP, j'ai parlé aussi des HLM, j'ai parlé d'Escad Urbam et, comment dire encore, j'ai parlé même de la ZAC de Mbao, qui restitue beaucoup de satisfaction, vraiment beaucoup de satisfaction. Et les parcelles assainies de Kermansar. Mais aujourd'hui, pourquoi le loyer continue à être très cher à Dakar? Pourquoi les Sénégalais n'arrivent pas à se loger? Pourquoi c'est très cher? Bon, il est constaté effectivement que le loyer est extrêmement cher. Pourquoi? Il est constaté que le loyer est extrêmement cher. Pourquoi? Ça, c'est dû au fait que ceux qui sont chargés, parce qu'on parle de loyer, et qui parle de loyer doit parler de logement. Parce que c'est par rapport au logement qu'on détermine un loyer. N'est-ce pas? Donc, le loyer qui est cher, c'est que aussi bien les sociétés publiques, les HLM, la SICAP, et tous ces promoteurs qui sont de facto considérés comme des promoteurs privés, ils ont impulsé une autre politique que celle qui sied à l'époque. Or qu'ils bénéficient de beaucoup d'avantages et de beaucoup d'exonérations. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une situation de retour sur investissement de profit. Et Dieu sait qu'ils ont beaucoup de possibilités. On leur restitue une assiette foncière. Est-ce que l'État a les moyens de contraindre ses promoteurs à baisser le loyer? Mais l'État a un pouvoir régalien. L'État a un pouvoir régalien. C'est-à-dire que, avec tout le respect que je dois aujourd'hui par rapport à ces sociétés dont je cite, les sociétés nationales, je veux dire, ceux qui sont à la tête de ces sociétés-là, il est constaté qu'ils ne s'entourent pas de bonnes ressources. En définitive, je ne dis pas qu'ils sont très politiques, ce n'est pas mes propos, mais il est constaté que quand même, il a noté un certain nombre d'insuffisances par rapport à cette projection qu'ils ont dans le temps, par rapport à des projets qui sont initiés. Et il y a les sociétés nationales,
il y a des sociétés privées qui louent, il y a aussi des particuliers. Il y a des Sénégalais qui construisent leurs maisons, qui leur appartiennent à eux, qui les louent selon leur bon vouloir. Parce qu'ils disent qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent dans la construction de leurs bâtiments et qu'ils louent aux plus offrants. Non, là aussi, il faut faire la distinction parce que est dans une situation de globalité en faisant considérer que c'est quasiment tous les Sénégalais qui ont besoin, qui ressentent un peu ce problème de loyer. On est dans une mauvaise direction. Moi, je dis, et par rapport à mon article que j'ai écrit, j'ai dit que l'identité d'un immeuble se restitue par rapport à beaucoup d'éléments d'appréciation. Il y a ce qu'on appelle les immeubles de haut de gamme. Les immeubles de haut de gamme qui répondent à l'évolution rapide des techniques de construction. Les institutions internationales qui sont ici et ceux qui disposent de moyens conséquents, et ces gens, ils n'ont pas ce problème de dire qu'il faut réduire le loyer. Et ensuite, moi, je parle plutôt des Sénégalais qui sont dans la banlieue, qui sont à Guédiawaye, qui sont à Pikine, qui veulent se loger, qui n'arrivent pas à se loger parce que c'est trop cher là-bas. C'est ce que je voulais dire. Il y a une frange de population dont on constate que, au regard des possibilités des impondérables, ils ont effectivement besoin de se loger. Mais il faut dire aussi comment se loger. Quand tu es dans un niveau de possibilité, il faut quand même faire de sorte que quand tu sollicites un bailleur pour une mise à disposition d'un local, que tu sois en concordance avec tes possibilités, n'est-ce pas? Ça, il y a quelque part un élément qu'on escompte par rapport à ça, n'est-ce pas? Donc je disais qu'il importe beaucoup plus que les pouvoirs publics considèrent que ce problème de loyer intéresse beaucoup plus une frange de population. Et vous avez cité les banlieues, vous avez cité entre autres Pikine, même dans la banlieue très proche. Donc ce sont ces choses-là et ce sont ces gens-là qui sont interpellés. Et pourtant, ce problème est facile à régler. Comment? Il est facile à régler. Comment? Pourquoi? Parce que les promoteurs, je parle des promoteurs privés et bien avant les promoteurs publics, Société nationale, n'est-ce pas? Les promoteurs privés, mais ils bénéficient de terrain à vil prix. Et là, Safrou, qui a été créé récemment, mais bien avant, même pour la ZAC, c'est l'État qui s'est chargé de faire tous les voiries, réseaux de verre, les VRD, et qui les a donné les trucs. Et eux, au fond, ils font des calculs en disant qu'écoutez, nous, notre profit, ça doit être ça. Or qu'en définitive, quand on te facilite un peu l'accès à l'assiette foncière, quand on te permet même de te faire des exemptions par rapport à des taxes que tu dois payer, que vous devez payer. Mais moi, je dis que dans les calculs, de facto, il doit y avoir des réductions par rapport au loyer. Mais est-ce que ce n'est pas l'État qui a failli en donnant ces terrains à des promoteurs gratuitement, quasiment gratuitement, et que ces promoteurs viennent louer de façon exorbitante aux populations, aux vendants de population? Oui, est-ce qu'il n'y a pas un peu de suivi que l'État doit faire pour voir est-ce que Alassane, à qui j'ai donné des terrains pour construire des immeubles ou bien des logements pour les populations, ne dépasse pas les bornes en leur vendant à des prix très chers? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que c'est en amont qu'il devait y avoir un contrôle. En amont. C'est-à-dire que tout promoteur, ou dans tous les cas d'une façon globale, dans un panier, les promoteurs, qui soient soumis à un cahier de charge avec des spécifications précises en disant que on vous donne
beaucoup de commodités, beaucoup de facilités. On vous restitue l'assiette foncière, on vous diminue les taxes que vous devez payer, mais par contre, on vous exige à ce que, par rapport à vos logements, qu'ils soient dans des limites raisonnables pour cette frange de population. Ça n'a jamais été le cas. La faute à qui? À l'État, qui donne les terres qui appartiennent à des Sénégalais, à des gens. Et moi je dis, même l'État doit transcender les promoteurs. Transcender les promoteurs, c'est voir un peu au niveau des terrains qui sont du domaine national. Immatriculer, voir un peu avec les sociétés nationales, et comme on avait fait avec les parcelles assainies, faire un listing de gens qui sont en attente d'avoir un logement ou dans tous les cas une assiette foncière. Et ce travail peut être confié à l'Agence nationale des statistiques et de la démographie. C'est juste se déporter au niveau au niveau du portefeuille de la BHS. C'est des données personnelles extrêmement sensibles, mais dire qu'on a un listing et voir ces gens-là, s'ils ont déjà un logement ou non, donner la priorité à quelqu'un qui n'a jamais eu un logement. Oui, mais l'État du Sénégal a dit qu'il met en place un système de 100 000 logements, de logements sociaux, on en a beaucoup parlé. Mais jusqu'ici, si on règle le rythme de construction, il est en deçà des attentes des Sénégalais. Oui, mais ce dont je dis, je reviens toujours à la loi de 1988. La loi de 1988, on vous donne un promoteur, on vous donne à peu près 10 hectares. Donc il y a les voies d'accès, les VRD et tout. Ensuite, vous prenez une assiette foncière à peu près de 600 mètres carrés. Sur les 600 mètres carrés, à chaque niveau, au rez-de-chaussée, vous faites 4 appartements sur 400 mètres carrés. Les 200 mètres carrés, vous restituez un cadre de vie, n'est-ce pas? Un cadre de vie. Et vous faites comme il y a les règles d'urbanisme qui interdisent d'aller au-delà de 4 étages, ou à défaut, il faut avoir un ascenseur. Donc les 4 appartements sur 4 niveaux, n'est-ce pas? Du moment qu'on vous a mis à disposition un terrain gratuit, n'est-ce pas? Ça a des incidences positives sur le coût du logement. Normalement. En vérité. Mais ce n'est pas le cas. Parce que les promoteurs, au fond, comme tu dis, ils ne sont pas contrôlés. Ils ne le sont pas du tout. Et donc, quand on voit des montants Mais est-ce que ce n'est pas même les gens qui sont au cœur de l'État, qui sont eux-mêmes les vrais promoteurs, au fond, qui n'ont pas de prête-noms, qui donnent à des gens qui construisent pour eux, alors qu'ils sont cachés derrière des promoteurs? Oui, d'accord, mais en fait, moi, je pense que le mérite revient aujourd'hui au président que d'avoir constaté qu'il y a un problème latent qui est là, qui interpelle et qui est en train de perdurer dans le temps. Et donc, déjà, il y a un facteur assez important qui est de faire considérer que Dakar ne peut pas s'étendre vers l'océan. Dakar est une presqu'île, donc il est limité dans ses capacités d'extension. Oui, mais les Sénégalais sont très dubitatifs. Ils ont beaucoup de doutes que cette loi-là, que cette décision qui a été prise, qu'elle soit appliquée. Parce qu'ils disent que 8 ans déjà, la même loi avait été prise, c'était un échec. Et ils pensent que cette même loi qui a été prise encore, on va vers un autre échec. Bon, là, je vous donne tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord parce que mon article, j'ai dit que il faut restituer un peu et voir un peu la frange de la population qui est la plus touchée, celle sur laquelle on doit mettre véritablement l'accent. J'ai parlé aussi des informels, n'est-ce pas? Et j'ai dit que le bâtiment, il est, somme toute, un élément essentiel dans l'économie d'un État. Il interface le bâtiment. Il interface dans le sens où c'est quasiment tous les corps d'État. Tous les corps d'État. Et donc une incidence positive sur l'économie.
Donc quand c'est faussé, c'est-à-dire que quand on ne met pas l'accent sur l'offre et la demande, et quand on se soucie uniquement de dire que le locataire, or que il y a aussi bien le locataire que le bailleur. Le bailleur il peut disposer des moyens conséquents, il peut construire, mais même s'il construit, s'il donne en location, mais un immeuble peut être amorti sur 30 ans, sur 40 ans, s'il bénéficie de tous les travaux d'entretien nécessaires qui restituent l'immeuble à l'état neuf sur une période de 20 ans ou de 25 ans. Oui, Momardao, le président des consommateurs, disait dans une émission que le problème fondamental au Sénégal, ce sont les gens tapis dans l'ombre, les hauts d'en haut, c'est les vrais bailleurs, ceux qui construisent les immeubles, ceux qui louent. Donc il y a une sorte de complicité d'entente pour fixer des prix et refuser la baisse. Bon, moi, je ne voudrais pas me pencher un peu sur les propos de Momardao, parce que moi, je considère que je veux avoir une démarche objective. Quand il tient des propos, encore faut-il qu'il puisse l'étayer par des arguments recevables, n'est-ce pas? Mais moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit que de dire qu'il y a des gens qui sont tapés dans l'ombre. Ce qui est important, il y a un problème qui interpelle aujourd'hui les Sénégalais, c'est de voir un peu quelle est la solution la plus appropriée pour que de sorte que ce qui s'était passé en 2014 ne se reproduise pas. Est-ce que vous êtes optimiste, vous? Je le suis. Que les prix vont baisser? Je le suis s'il est dit que les hommes ressources bien outillés en la matière, qu'on puisse prendre le temps de les écouter et d'avoir des échanges fructueux avec ces gens-là. Mais quand tu sais, le président, son Excellence le Président, lui, au fond, il dit son souhait. Et ensuite, c'est tout son entourage qui lui restitue un peu des solutions. Et s'il entérine, est-ce que c'est à bon escient? Parce que les informations... Et ceux qui pensent que c'est juste des propos politiques, c'est une façon de gérer l'opinion en disant qu'on va baisser le loyer, en sachant que réellement on n'a aucun outil pour le faire et qu'on ne le fera pas et que c'est impossible de le faire à l'état actuel des choses. Non, moi, mon souci aujourd'hui, est de faire considérer que, non pas que je suis, somme toute, sceptique, mais je considère que, et encore une fois, étant très outillé en la matière, j'ai un peu l'impression que ça a été fait un peu dans la précipitation. Voilà, le mot de la fin. Merci infiniment à Amadou Kane. Je rappelle que vous êtes expert immobilier, que vous avez écrit beaucoup d'articles concernant l'immobilier au Sénégal, que nous parlons avec vous de la possibilité de baisser le loyer ou pas au Sénégal, et que, vous l'avez dit, ça demande énormément de concertation, ça demande énormément d'expertise, et surtout de bonnes personnes qui sont au cœur de cette histoire pour arriver à baisser le coût de loyer, qui aujourd'hui crève le budget de beaucoup de Sénégalais, surtout ceux qui n'ont pas grand-chose, les gagnent peu. Merci infiniment d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.